Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire sur le thème de la pandémie, animé par notre docteur Philippe Guibert. Bonjour Philippe. Lors de ce flash webinaire de 30 minutes, le docteur Guibert fera un point sur la situation liée à Omicron depuis sa détection, la dynamique actuelle de la pandémie, et aussi il vous partagera les bonnes mesures que vous pouvez déployer au sein de votre organisation pour protéger les salariés. Avant de lui laisser la parole, on va juste vérifier que vous nous entendez correctement, si vous pouvez nous mentionner cela dans le chat. Si vous rencontrez un souci pendant la session, sachez que vous pouvez aussi vous connecter avec votre téléphone. Merci à ceux qui ont répondu. Et donc, les 5 dernières minutes seront aussi l'occasion pour le docteur Guibert de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser pendant toute la durée de la session. Je vous remercie et Philippe, je te laisse la parole. Merci Flore, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session d'information sur la pandémie. On va essayer de décrypter ce qui s'est passé durant ce dernier mois, en particulier comprendre ce que nous savons un peu mieux vis-à-vis du variant Omicron. Alors comme vous l'avez tous constaté, on peut noter une sorte d'accélération du tempo de la pandémie depuis quelques temps. On vient de franchir les plus de 300 millions cas répertoriés dans le monde officiellement par l'OMS, avec un peu plus de 5,5 millions de décès, donc un impact majeur. Et probablement des pays qui sont de plus en plus affectés. On le voit, l'évolution entre il y a 3 mois et la situation actuelle en janvier 2022. Une augmentation du nombre de cas qui est très certainement liée à la fois à une résurgence du variant Delta, mais également à l'apparition du variant Omicron, qui transmet le nombre de cas, qui fait que le nombre de cas augmente très rapidement dans beaucoup de pays. On le voit, on va rentrer dans les détails de cette évolution au cours de cette session. De manière globale, on le voit, je reprends les chiffres tout simplement de l'OMS, cette accélération du nombre de cas, elle est flagrante, en particulier tirée par deux continents, deux régions, Europe et Amérique, où ce nombre de cas répertoriés devient bien supérieur à ce qui a été observé lors des précédentes vagues, qui semblent des vaguelettes comparativement à ce que l'on observe actuellement. Alors, ce phénomène est majeur. Il est un peu en décalage, fort heureusement, avec le nombre de cas, des décès qui sont répertoriés également par l'OMS, en sachant que de même, les deux régions, Amérique et Europe, tirent ce nombre de décès vers le haut actuellement. On n'observe pas une augmentation majeure du nombre de décès. Peut-être est-ce lié à ces variants qui circulent actuellement, mais peut-être est-ce aussi lié à la virulence et à la sévérité de ces virus. Toujours est-il qu'il va falloir attendre quelques temps, plusieurs semaines, avant de pouvoir affirmer les conséquences de cette vague en termes de décès et de pouvoir confirmer que finalement le variant Omicron n'entraîne pas plus de décès, voire moins de décès proportionnellement par rapport aux variants précédents. Quand l'on regarde l'évolution en essayant d'avoir une segmentation par territoire, par continent, on voit en effet que c'est les continents Amérique, Europe qui tirent cet agenda vers le haut, également l'Amérique latine, avec des continents un peu plus stables aujourd'hui. Paradoxalement, même l'Afrique a rapporté moins de cas ces dernières semaines comparativement à la fin de l'année dernière, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Mais cette évolution est véritablement majeure. On le voit en particulier en Europe, et je cite les chiffres, en tout cas la prédiction d'un institut américain, Health Metrics and Evaluation, qui prédit que plus de 50% de la population européenne sera infectée par le variant Omicron dans les 2 mois qui viennent à peu près. Donc c'est tout à fait possible compte tenu des paramètres de circulation. Quelles seront les conséquences de ce phénomène si la moitié de la population d'un continent est infectée par le virus, en tenant compte à la fois des niveaux de vaccination, mais également des mesures édictées par les États? On le verra par la suite, comment peut-on en tirer les conséquences en termes de gestion de ces cas. De manière assez intéressante, quand on essaie de comparer les données de cette activité des pays, donc en nombre de cas par rapport aux vagues précédentes qu'ils ont franchies, liées aux précédents variants, donc Delta en particulier, eh bien on observe qu'il y a vraiment
typologies de pays, en fin de compte des pays qui sont quasiment au pic ou proches du pic qu'ils ont franchi lors de précédentes vagues, et on le voit particulièrement l'Europe, mais également partie de l'Amérique latine, les pays andins, l'arc Caraïbe, le plateau des Guyanes, les Amériques également, en voyant que la majorité des autres pays du monde ne sont pas encore au pic de ce qui a été observé précédemment, et donc une marge de progression très certaine, très probable, vis-à-vis du variant Omicron qui pourra déferler dans ces pays comme ce variant a déferlé aujourd'hui dans les nôtres. On peut reprendre l'exemple de l'Afrique du Sud, on l'a tous suivi, le premier pays où la notification officielle de ce variant Omicron a été faite. On l'observe, donc la province du Gauteng, qui a véritablement été l'épicentre de cette vague liée à Omicron en fin d'année dernière, eh bien, a franchi son pic, fort heureusement. Donc, 90% de pic correspondant à la vague Delta, on le voit très bien, c'est la vague précédente, avec un pic des hospitalisations qui est à 50% de ce qui était observé précédemment, je crois que c'est en vert, et le pic des décès qui est monté à 15% de ce qui avait été observé précédemment avec le variant Delta. Donc tout ceci pourrait être positif en termes d'interprétation, puisqu'on peut se dire que si les choses sont réplicables dans d'autres continents, eh bien on aura, en termes de répercussions sur le système de santé et sur les décès, moins d'impact proportionnellement au variant Delta. Alors, tout ceci est à remettre en perspective. Tous les pays ne ressemblent pas à l'Afrique du Sud en termes d'immunité, en termes de vaccination, en termes de comportement, en termes de mesures de santé publique. Donc on peut peut-être en tirer des leçons d'espoir, mais en souhaitant que ceci soit réplicable d'une manière ou d'une autre dans les autres pays. Aujourd'hui, c'est une première lecture à chaud de la situation pandémique liée à ce variant Omicron qui nous donne de bonnes idées de ce qui pourrait survenir, toutes choses égales par ailleurs, dans d'autres territoires. Alors, il est certain que ce variant se propage extrêmement bien. On le voit, vous connaissez peut-être déjà cette frise chronologique de l'évolution des variants au cours du temps. Aujourd'hui, Omicron représente 38% des cas identifiés dans le monde et séquencés par les pays qui en est le moyen. On le voit, la répartition géographique, et bien maintenant, je dirais, à l'exception de pays dans lesquels soit Omicron n'a pas encore été foncièrement notifié, soit dans lesquels le séquençage est peut-être limité, et je voudrais citer le continent africain, et bien aujourd'hui, Omicron se répand à peu près partout. Il a été identifié dans 149 pays selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc tout ceci, évidemment, est à mettre en perspective avec les capacités de séquençage, donc la possibilité d'identifier ce variant dans les laboratoires, dans les pays dans lesquels il circule, et de pouvoir faire la perspective parallèle entre le variant Delta qui circulait précédemment et son remplacement par le variant Omicron. Là, vous avez sous les yeux quelques exemples de pays dans lesquels aujourd'hui, on le voit très nettement, Omicron est en train de supplanter, de déplacer complètement le variant Delta, comme Delta avait déplacé les précédents variants historiques, Alpha et Beta. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, eh bien, selon le Centers of Disease Control des États-Unis, eh Omicron représente 98% de tous les cas aux États-Unis. Donc on est dans des proportions à peu près similaires dans les pays d'Europe, entre 80 voire 100% des cas. Et il est fort possible que ce soit le cas à l'avenir dans d'autres pays. Il suffit de dérouler la liste de ces territoires où on voit en effet cette frange violette qui témoigne de l'apparition du variant Omicron prendre de plus en plus de place. Alors, pourquoi Omicron circule si bien? Tout simplement parce qu'il a une transmissibilité accrue, une performance en termes de transmission qui est bien supérieure aux variants précédents, en particulier le variant Delta, qui lui-même était déjà 2 fois plus efficace en termes de transmission par rapport aux variants historiques. Donc cette transmissibilité accrue, elle est probablement liée, beaucoup de pistes pour essayer de comprendre, évidemment, sont liées aux mutations observées sur la protéine S du virus, qui fait que ce virus est plus efficace pour se mettre se coller aux cellules, en fin de compte, et y rester plus longtemps.
et entraîner donc de ce fait une charge virale, donc une multiplication de virus plus importante qui fait que les individus infectés sont contagieux peut-être plus tôt, sont peut-être même contagieux de manière asymptomatique, de manière plus importante que vis-à-vis du variant Delta, on le verra par la suite, et de ce fait participe à une propagation plus rapide, une diffusion plus rapide du variant de ce virus autour d'eux. Une étude assez intéressante publiée par les Danois qui ont été et qui sont assez affectés par le variant Omicron montre que ce variant circule plus facilement au sein des familles par rapport au Delta en comparant les modes de transmission et qu'il est également certainement plus approprié pour circuler parmi les personnes vaccinées, y compris les personnes qui ont reçu une troisième dose par rapport au variant Delta. Donc, ceci est fait dans le contexte des familles au Danemark. On peut comparer comment le variant Delta se transmettait et comment se diffusait-il au sein de familles par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui avec le variant Omicron, qui donc semble être plus performant pour se transmettre dans ces petites communautés fermées que forment les familles. En termes de sévérité, on commence à avoir des pistes assez intéressantes sur la sévérité, donc la propension aux variants Omicron à entraîner des formes graves qui vont donc nécessiter une prise en charge hospitalière, voire un transfert en soins intensifs. Simplement un graphique ici qui nous provient de la Grande-Bretagne, qui montre qu'aujourd'hui, ce chiffre a quelques jours de validité, mais à ce jour, le nombre de personnes, le nombre d'adultes qui sont en hôpitaux de Londres en soins intensifs est à peu près comparable aux hivers précédents, hors vague Delta de 2020-2021, qui est en bleu sur cette courbe, qui tendrait à montrer que finalement la sévérité de Omicron n'entraîne pas une augmentation du nombre de personnes nécessitant un transfert en soins intensifs dans ces hôpitaux londoniens. Donc, encore une fois, le temps nous dira si cette tendance se maintient, reste stable, ou si on voit peut-être une augmentation peut-être moins marquée par rapport au variant Delta, par rapport à ces hospitalisations. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui du variant Omicron, en essayant de synthétiser tout ceci dans un tableau qui, évidemment, est un peu très schématique. Bon, la transmissibilité, on l'a compris, elle est majeure, 2 à 3 fois plus importante par rapport au Delta. La transmission, elle est véritablement confirmée, donc il n'y a pas d'autre mode de transmission. Ça reste une transmission classique aérosol et aérienne, donc les gouttelettes infectieuses, mais également le nuage de microgouttelettes que l'on pulse autour de soi lorsque l'on tousse, lorsque l'on respire et lorsqu'on tout simplement partage le même espace avec d'autres personnes. Certainement, là, on a de plus en plus d'informations sur la réponse immunitaire qui est altérée. La réponse avec les immunitaires, avec les anticorps est moins bonne. Aujourd'hui, en gros, il faut plus d'anticorps pour pouvoir répondre à une infection liée au variant Omicron, donc avec des risques de réinfection qui sont à ce jour étudiés, essayer de comprendre de quelle mesure ces réinfections par Omicron lorsqu'on a eu Omicron, mais par Omicron lorsqu'on a eu Delta également, sont possibles et à quelle fréquence. La réponse immunitaire cellulaire, elle, c'est la réponse de longue durée, donc qui se met en marche quelques jours après avoir été infecté par un virus, en fin de compte, un agent infectieux, quelque nature qu'il soit. Eh bien, celle-ci, elle est conservée et en particulier, elle est très importante parce que c'est celle qui nous protège des formes graves et évite qu'une infection se diffuse à l'ensemble de l'organisme, à l'ensemble des organes, et donc entraîne des complications et des formes sévères. La bonne nouvelle également, c'est que les tests, on le verra par la suite, conservent leur efficacité, que ce soit des tests PCR ou des tests rapides. Aujourd'hui, toujours à discuter, toujours à confirmer le risque peut-être plus grand de transmission asymptomatique. On commence à se poser des questions, savoir si le variant Omicron, en fin de compte, pourrait circuler plus facilement parce que justement, les individus infectés peuvent être totalement asymptomatiques, plus que par rapport aux autres variants précédents, et de ce cas, propager la maladie plus facilement, puisqu'à leur insu, ils sont contagieux pour les autres. On ignore également quelles sont les conséquences en termes de Covid long. Vous savez, c'est tout un chapitre qu'on ne va pas aborder ici, mais les conséquences de l'infection Covid sont de plus en plus connues à ce jour. Elles sont toutes liées malheureusement au variant Delta,
avec maintenant des données relatives au Covid long chez les enfants, chez les adolescents, également peut-être des risques de maladies chroniques plus importantes lorsque l'on a eu un Covid, en particulier le diabète chez les enfants. Donc, encore une fois, des suppositions, mais on ignore quelles seront les conséquences du variant Omicron sur ce Covid long. Donc, éviter à tout prix les infections pour éviter de se retrouver dans ces situations. La sévérité, le risque d'hospitalisation, certes, il est diminué, mais on peut encore douter de la véracité, ou en tout cas de la validité de cette information à long terme. On observe, comme je le disais tout à l'heure, des signaux relativement positifs, que ce soit de Grande-Bretagne, de Danemark, d'Afrique du Sud, qui permettent de se positionner en disant a priori la sévérité est un peu moindre. Et tout ceci reste à confirmer dans d'autres pays dans lesquels en effet les modes de transmission, le mode de circulation, le niveau de vaccination, la protection engendrée par l'immunité, que ce soit naturelle, soit vaccinale, démontrera que finalement ce risque de forme sévère et d'hospitalisation est bien diminué par rapport aux variants précédents. Donc aujourd'hui, encourageant, à confirmer avec un peu plus de temps. Il en est de même vis-à-vis de la mortalité. Aujourd'hui, les chiffres sont relativement rassurants. Vous avez vu les chiffres de l'Afrique du Sud, 15% du pic du variant Delta, tant mieux. Ceci est-il réplicable dans d'autres territoires? Le temps le dira. Il y a toujours un décalage entre la maladie, l'hospitalisation et malheureusement le décès, et le fait que ces décès puissent être rapportés, consolidés, les chiffres puissent être rapportés, consolidés et donc publiés. Autre bonne nouvelle également, ce que l'on souhaite confirmer a priori, c'est que les traitements antiviraux restent efficaces. On peut le mettre, on les confirmer entre les deux, je dirais. Aujourd'hui, a priori, ces nouvelles molécules, en particulier les molécules développées par Pfizer, le Paxlovid, semblent extrêmement efficaces pour éviter les formes graves chez les personnes vulnérables. Donc des données plutôt rassurantes. Ce qu'il est, je dirais, un peu moins, c'est le niveau de vaccination. Aujourd'hui, on sait la vaccination protège contre les formes graves, même si les vaccins, vous vous en souvenez, la fois précédente, ont perdu l'efficacité, mais la dose de rappel, donc qui fait partie, qui doit être considérée comme faisant intégralement partie du schéma vaccinal, la dose de rappel permet de relancer cette immunité à des niveaux bien supérieurs que ceux atteints avec une ou deux doses, et donc de protéger les personnes contre les formes graves, en particulier les personnes vulnérables ou avec un déficit immunitaire. Par contre, on le voit aujourd'hui, les doses de rappel ne sont pas disponibles dans tous les territoires, et à l'exception de quelques pays qui sont en rose sur la droite, eh bien, on s'aperçoit qu'il reste encore beaucoup de marge de progression, non seulement pour que l'ensemble de la population de cette planète puisse être vaccinée. Aujourd'hui, vous avez plus de 9 milliards de doses qui ont été administrées globalement. C'est quand même un effort absolument admirable, mais simplement 8% des personnes dans les pays les moins développés ont eu accès à la vaccination. Donc, il y a un véritable déséquilibre, une iniquité en termes de vaccination qui fait en sorte que le potentiel pour que d'autres variants puissent continuer d'émerger est toujours là, malgré ces beaux niveaux de vaccination. Alors cette vaccination, encore une fois, et le message doit être porté de manière très claire, protège contre les formes graves, protège contre donc les hospitalisations, les soins intensifs. On le voit, quels que soient les pays, vous avez des illustrations à la fois transfert en soins intensifs, hospitalisation en France, hein, les données de la France, où le risque d'être hospitalisé en soins intensifs est 38 fois plus important en étant non vaccinés par rapport aux personnes qui sont vaccinées. Le nombre d'hospitalisations, vous le voyez sur la droite, dans les hôpitaux anglo-saxons est également plus important. Mais également chez les personnes vulnérables, on a 16 fois plus d'hospitalisations en soins critiques chez les non-vaccinés que chez les vaccinés en France, mais également chez les femmes enceintes, comme vous le savez, elles sont vulnérables par la nature de leur statut. Eh bien, 96% des personnes, des femmes enceintes qui ont été admises dans les hôpitaux anglais en octobre dernier, avant Omicron, eh bien, n'étaient pas vaccinées. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont bien vulnérables, elles sont plus vulnérables et ce d'autant plus qu'elles ne sont pas vaccinées. Les mêmes données nous viennent du Danemark, où ce ratio est de 1 à 5 entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, qui nécessitent une hospitalisation. Donc, toutes les données de l'ensemble des pays nous montrent un bénéfice lié à la vaccination, et de ce fait, on doit porter le message de encourager la vaccination. Donc,
la vaccination diminue, même si elle a perdu d'efficacité, on le voit sur cette courbe, elle continue à engendrer une protection et donc encourager les personnes à se faire vacciner, non seulement pour éviter ces formes graves, mais également pour participer à stopper la diffusion du virus autour d'elle. Les tests, très rapidement, les tests fonctionnent. Que ce soit les tests PCR ou les tests antigéniques rapides, donc ce qu'on appelle lateral flow test, même si leurs seuils de détection, comme on le voit, sont différents, donc la sensibilité des tests est différente, elle est meilleure pour un test PCR par rapport à un test antigénique standard, mais à lire avec la période de contagiosité qui correspond plus ou moins à peu près à la période pendant laquelle les tests sont positifs, en sachant que le test PCR peut rester positif plus longtemps alors que l'on n'est plus contagieux, puisqu'on n'a plus assez de charge virale pour transmettre le virus autour de soi. Donc, beaucoup d'évolutions aujourd'hui de la part des pays dans la nécessité de se faire des tests de confirmation ou non après un autotest ou après un test antigénique rapide. Tout porte à croire qu'aujourd'hui, on a une limitation dans la disponibilité de ces tests rapides. Dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis, il y a un déficit, une pénurie de tests rapides. Donc, voilà, une difficulté à franchir pour continuer à maintenir ces tests, en sachant que la doctrine vis-à-vis des isolements, des périodes d'isolement, des périodes de quarantaine et la fréquence des tests varie énormément d'un pays à un autre. Il n'y a pas de consensus international à ce jour sur ces stratégies de tests. Vous avez l'exemple de la France aujourd'hui qui a adapté et qui a optimisé, je dirais, cette stratégie de test pour faire en sorte que le moins possible, on ait une paralysie des services et des activités avec des personnes qui sont certes contacts ou certes positifs, mais certainement pas infectieuses extrêmement longtemps. Les mesures de protection, on les connaît. J'insisterai sur la ventilation. Aujourd'hui, c'est certes d'un point de vue climatique peu approprié, malheureusement, mais ouvrez les fenêtres, ventilez régulièrement, 10 minutes toutes les heures, doit faire partie de la panoplie de l'ensemble des mesures associées au port du masque, à la distanciation ou lavage des mains. En sachant que le masque, tout un débat en France, qui pour l'instant pas clos, je dirais, sur la nécessité ou non de porter un masque FFP2. A priori, le Comité pour la santé publique n'est pas favorable au port du masque FFP2 pour l'ensemble de la population, y compris pour les soignants, alors qu'il a été imposé dans certains pays, dans certains lieux. Donc, la discussion est ouverte, il n'y a pas de consensus d'experts sur la nécessité du port du masque. Ce que l'on sait de manière factuelle, c'est que ce port de masque est efficace, quel qu'il soit, que ce soit le masque chirurgical ou le masque FFP2, on le voit, ces petites matrices, entre ne rien faire et se protéger avec un port du masque, il y a bien le rapport de protection est évidemment en faveur du port du masque. L'avantage du port du masque chirurgical que l'on connaît bien et qu'on peut le porter très longtemps, changer tous les 4 heures, ce n'est pas le cas du masque FFP2 ou N95, dont le port est relativement inconfortable au bout de quelques minutes. Alors pour terminer, quelques scénarios, écoutez, quelques compréhensions des enjeux à venir. Certainement, si je cite l'OMS dans leur dernier point de situation, les pays qui ne sont pas encore affectés par Omicron doivent s'y préparer de manière très claire. Et l'OMS voit de même une sorte d'évolution telle une vague qui balaye les continents, qui partirait de l'Ouest et qui affecterait de plus en plus les pays de l'Est, en particulier en commençant par l'Europe de l'Est, les Balkans et peut-être d'autres pays d'Europe orientale, plus à terme l'Asie, donc point d'interrogation vis-à-vis d'autres territoires. Donc s'y préparer d'un point de vue continuité d'activité. De même, comme on le disait en introduction, plus de 50% de la population de la région Europe, au sens de la définition de l'OMS, serait infectée dans les 6 à 8 prochaines semaines. Donc, quelles en seront les conséquences en termes de continuité d'activité, en termes de présence? Tout ceci va dépendre, en fin de compte, du niveau de vaccination des pays dans lesquels ces personnes vont s'infecter. On comprend les conséquences d'une vague Omicron dans une population qui est relativement bien vaccinée ou qui a accès à la dose de rappel seront certainement moindres par rapport à une vague Omicron survenant dans un territoire dans lequel les niveaux de vaccination sont très élevés. Donc on peut également s'attendre, là c'est l'Université of Texas qui fait quelques prédictions en disant dans les pays les plus élevés, eh bien, plus affectés, eh bien, on peut s'attendre à des pics
on va dire mi-janvier, mi-février. En tout cas, ce premier trimestre de l'année est certainement une période d'activité intense qui aura des conséquences déjà, comme on le note à travers nos notes, sur les services de santé, avec limitation, une réduction de l'offre de santé pour pouvoir traiter les cas Covid, avec une déprogrammation des activités moins importantes et donc en corollaire un impact sur la santé des personnes qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Cette capacité hospitalière dans le monde, elle risque également d'être mise à mal, on le voit avec ces prédictions de cet institut sur potentiellement le nombre de lits qui vont être nécessaires pour 100 000 personnes. On le voit, des proportions qui sont comparables à ce qu'on avait observé au printemps de l'année dernière. Donc, s'y préparer, puisque cela peut avoir un impact sur la manière dont nos voyageurs, nos expatriés, nos communautés locales vont avoir accès aux soins dans ces pays affectés. Donc, à suivre évidemment la diffusion d'Omicron vers l'Est, l'hospitalisation, on l'a vu, dans ces pays affectés. Quel degré de saturation va-t-on atteindre? Plus de recherches comprendre ce point de vue sur les formes asymptomatiques et en corollaire la fréquence des infections. Évidemment, la progression des programmes vaccinaux, plus les pays, à l'instar de ce qui a été fait en France, pousseront les vaccinations, les primo-vaccinations et les doses de rappel, moins l'impact d'Omicron se fera sentir. Et puis également l'impact sur la mise en place des passes vaccinaux, des passes sanitaires. Donc, ce qui reste en suspens, évidemment, c'est l'impact de cette vague sur les systèmes de santé. Encore incertain, on est à la limite dans certains pays. On peut franchir la vague dans la majorité d'autres, mais qu'en sera-t-il pour ceux qui ne sont pas encore affectés? La décrue rapide des cas, est-ce qu'on observera la même chose qu'en Afrique du Sud, où ça est finalement foncièrement très rapide, un pic très fin, comme on l'a noté? Est-ce qu'on est dans un schéma de perte de virulence du virus pour un gain de transmissibilité, tel qu'on le voit aujourd'hui? Omicron est extrêmement transmissible. Est-il en train de perdre de la virulence et peut-être devenir à terme un des nouveaux coronavirus saisonniers qui ont circulé et qui circuleront à l'avenir, tels que fonctionnent ou circulent les virus grippaux? Donc, en résumé, vous aurez accès à cette session évidemment. Transmission très rapide, transmissibilité intense, tous se considérer comme des cas contacts potentiellement sans pouvoir se tester tous les matins, soit à la maison, soit en allant sur le lieu de travail quand cela est possible. Les données sur la sévérité restent à valider foncièrement et comprendre également que toutes les mesures de prévention mises en place pour Delta seront efficaces et sont efficaces pour la transmission d'Omicron, y compris la vaccination vis-à-vis des formes graves. À terme, tirer parti des antiviraux, moi, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine session pour en parler, qui peut-être changeront la donne en termes de gestion de la crise et d'accès aux soins. De même, les tests, voilà, bonne confiance à conserver vis-à-vis de ces tests, et puis surtout gérer cette notion d'absentéisme, dans laquelle il faut faire rentrer dans l'équation la grippe saisonnière. On voit aujourd'hui, la grippe est en train de circuler en Europe continentale, je dirais dans l'hémisphère nord. Grippe, bronchiolite chez les enfants, Covid chez les adultes, tout ceci va mettre à mal les systèmes de santé et donc s'y préparer dans les pays les moins bien dotés. Je pense que nous avons peut-être une petite minute pour des questions. Flore, voilà. Alors, une question sur Omicron résiste mieux à l'environnement. Non, a priori, il n'y a pas de. Ça fait partie des pistes des hypothèses, mais aujourd'hui, il n'y a aucune donnée en faveur du fait que l'Omicron résiste mieux, survive mieux dans l'environnement interne ou externe par rapport aux variants existants. A priori, c'est exactement le même virus, donc il n'y a pas de raison que ces caractéristiques physico-chimiques soient différentes et donc sa résistance sur les surfaces soit modifiée par rapport aux variants précédents. Donc, pas de changement dans les protocoles de nettoyage, de désinfection. On garde exactement le même régime. Combien de jours à l'avance sommes-nous contagieux? Écoutez, aujourd'hui, c'est la vraie question et c'est la raison pour laquelle je souhaitais la mentionner. On peut être contagieux entre 1 et 3 jours avant l'apparition des symptômes. Donc, ceci voilà, éminemment variable d'une personne à une autre, mais doit nous faire peut-être nous comporter potentiellement tous, comme je le disais, en des cas contacts, en sachant qu'on n'a absolument aucune idée de l'environnement, où on ne peut pas contrôler l'environnement dans lequel l'on vit aujourd'hui, potentiellement toujours exposé à des personnes qui elles-mêmes
sont transmissibles à leur insu et de même, nous-mêmes, de venir à contact. Donc, ça peut peut-être changer la donne si on a vraiment des idées, une information comme quoi on est contagieux 4 ou 5 jours avant, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, considérez que quelques jours, entre 1 et 3, avant l'apparition des signes et des symptômes, est une bonne marge. Mais comme je le disais, en sachant que dans certains cas de figure, il semblerait qu'avec Omicron, on puisse être totalement asymptomatique et donc ignorer notre niveau de contagiosité. Et alors, la dernière question, je pense on a, pour terminer, recommandations pour éviter les clusters à répétition. Eh bien, je dirais, voilà, suivre aujourd'hui, dans ce pic d'activité, les recommandations du gouvernement, le télétravail. Voilà, je suis venu spécifiquement au bureau ce matin pour faire ce webinaire. Je vais retourner chez moi pour respecter cette règle, donc éviter les clusters et en faire appel à la responsabilité des personnes, se faire tester soit par autotest, soit par prélèvement dans les pharmacies pour, en cas de signes et de symptômes, et puis mettre en place toutes les mesures que l'on connaît bien, depuis la ventilation, l'ouverture des fenêtres, la distanciation physique, la répartition des équipes pour éviter de se croiser le plus possible sur le travail, au moins pour le mois ou les 2 mois qui viennent, le temps qu'on puisse sortir de cette vague liée à Delta et Omicron en même temps. Écoutez, j'espère avoir répondu à ces quelques questions. Vous savez, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir plus de précisions sur l'information. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Vous souhaitez bon courage pour les semaines et les mois qui viennent. Et puis, on aura l'occasion de faire un point de situation avec vous si l'occasion s'en présente dès que possible. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. À bientôt. Au revoir.